Bienvenue messieurs et dames, Bongwana, c'est votre émission. Nous essayons de partager parce que nous estimons que nous sommes appelés à réussir dans ce que nous faisons. Et si nous voulons réussir convenablement, nous devons d'abord réussir le mariage. Il est important que l'homme soit accompagné. Il est important que la femme soit accompagnée. La vie d'un homme dépend, la réussite de la vie d'un homme dépend de la qualité de la femme qui l'accompagne. Et la qualité de la vie d'une femme épanouie dépend de surtout la qualité de l'homme qu'il a dans sa vie. Très souvent des gens pleurent, très souvent des gens sont dérangés, sont persécutés. Ils pensent que Dieu ne les écoute plus. Ils ont perdu la foi. Des talents avortés, des potentiels détruits, des chances, je dirais, avortées même. Simplement parce que ils ont eu une mauvaise personne avec eux. Quand vous avez une mauvaise personne dans votre vie, cette mauvaise personne vous détruit. Cette mauvaise personne absorbe toute votre grâce, absorbe toutes vos chances. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'il exerce une pression. Le monde est spirituel. Les esprits sont spirituels. Et ça, vous le savez. Ça veut dire que quand vous avez quelqu'un de très négatif, il attire la positivité vers le bas. Et du coup, au lieu d'avoir 10, vous aurez 4, vous aurez 3. C'est pourquoi vous avez comme l'impression que vous travaillez beaucoup, mais vous gagnez peu. Justement parce que celui qui est à côté de vous n'est pas la bonne personne. Ou, c'est vrai, pas forcément lui. Ça peut être vous aussi qui canalisez très mal vos énergies. Mais d'abord sur le plan de relation, lorsque nous nous mettons ensemble, la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Le problème ici, c'est dans le devenir. Comment vous devenez? C'est par les habitudes. C'est par l'habitude. C'est par la coutume. J'aimerais aujourd'hui parler de voici ce qui vous attend dans le mariage. Ou voici ce qui attend votre mariage. Nous avons une illusion quand nous voulons nous marier. Nous avons tous une illusion. Même moi, je ne suis pas encore marié, mais j'ai des illusions. Je me fais généralement des idées sur comment va être le mariage. Mais par la grâce de Dieu, j'aimerais partager une petite expérience avec vous. Ça va être une série d'émissions. Nous n'avons pas beaucoup de temps malheureusement. Nous n'avons que 28 minutes ou 30 minutes. Dans les 30 minutes, j'essaierai d'être concis, être bref pour vous dire cela. Mais si ça n'arrive pas, je n'atteins pas l'objectif, ne vous en faites pas, on reviendra dans un autre numéro. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, retenez une chose. Le mariage n'est pas ce que vous pensez vraiment. Le mariage dépendra de ce que vous allez faire. Le mariage n'est pas un don de Dieu, comme on peut le dire. Le mariage, c'est d'abord une institution, c'est vrai, divine, mais c'est une alliance de deux personnes, de deux adultes, avec deux éducations différentes, avec deux passés totalement différents et parfois même contradictoires. Alors ces deux personnes vont devoir mettre leurs idées ensemble pour vivre une vie de tous les jours. La première illusion que les gens se font, c'est d'abord de croire que dans le mariage, tout est bien. C'est d'abord de croire que le mariage vous donne une sorte de paix. Le mariage ne donne pas la paix. Ce sont les hommes qui créent la paix dans le mariage. Le mariage ne donne pas un confort. Ce sont les hommes qui créent le confort dans le mariage. Le mariage ne donne pas le bonheur. Le mariage n'a aucune vertu thérapeutique. Ce sont les hommes qui créent le bonheur dans un mariage. Si vous avez un homme indiscipliné, une femme indisciplinée, le mariage ne sera jamais bon. Ce mariage va être amer. La maison sera toujours en feu. Parce que l'homme est indiscipliné, la femme aussi. Si vous avez dans un mariage un homme indiscipliné et une femme polie, l'homme sera une charge pour la femme et la femme sera vraiment un problème pour l'homme. Ils ne s'entendront pas parce qu'ils ne sont pas faits du même bois. C'est pourquoi les histoires dans le couple, ça compte beaucoup, mesdames et messieurs. Mais voici de façon sommaire ce qui attend votre mariage. Il y a d'abord le temps. Comme je le dis, il y a les imprévus, et puis il y a l'âge, la gestion des humeurs, et puis les finances. Ce sont les choses qui, généralement, de façon générale, règlent la question
pardon, pas règle la question, mais se révèlent comme des pièges dans le mariage. Le temps, pourquoi? Le temps fait découvrir ce que vous êtes. Et si le temps ne vous permet pas de vous découvrir convenablement, le temps peut vous imposer un autre moyen de vie. L'hypocrisie s'installe à la fin. Vous avez des gens qui étaient bien avant et deviennent mauvais après. En réalité, ce n'est pas qu'ils deviennent mauvais. Non, c'est que le mauvais en eux se révélait. Le mauvais en eux vient de se révéler. Mais le problème aussi, c'est la monotonie de couple. C'est le sentiment d'acquisition qui détruit aussi le mariage. Vous allez vous rendre compte que le couple, avant de se marier, ils étaient trop câlineux. C'était des gens qui s'aimaient beaucoup, des gens qui s'entendaient. C'était des gens qui avaient un cœur pour l'autre. L'homme était très attentif, la femme aussi. Mais quand ils se marient, l'homme a tendance à avoir acquis la femme. Donc, ce n'est plus un problème, elle peut rester à la maison. Voyez-vous que l'homme commence à intégrer un autre système. Il relâche un peu. Pourtant, le mariage doit être entretenu tout le jour. Tout le jour, tout le jour, tout le jour. Par la communication, par le dialogue, par la transparence, par la respectabilité, par le respect mutuel, par l'amour lui-même d'abord, mais beaucoup plus par la conscience, la vérité, la franchise. Mais il y a des femmes. Avant, elle était, je veux dire, elle était Déborah. Avant, elle était Tabitha. Elle était Dorcas avant. Mais dans le mariage, elle devient Jézabel. Dans le mariage, elle devient Dalila. Ça veut dire qu'elle change de manière, elle change de façon de faire. Parce qu'elle dit, j'ai eu le mariage. C'est généralement les gens qui se sont battus, pas pour l'homme, mais pour le mariage. Nous avons des types de femmes qui aiment le mariage, mais qui n'aiment pas les hommes. Elles aiment le mariage pour un refuge économique. Là, c'est beaucoup plus en Afrique. Elles aiment le mariage pour une question de statut. Nous sommes au niveau de l'étranger. Ils aiment être mariés pour avoir ces statuts que je suis marié, pour que la société lui confère un pouvoir, la société lui confère un prestige quelconque. Mais en réalité, elle n'est pas faite pour le mariage. Oh, je me rappelle encore de ce que Rudy chantait. Basi Moussou Bazali Basi Yakoba Late. Moi, je dis Basi Moussou Bazali Basi Yakoba la Nanoute. Il y a certaines femmes qui ne sont pas encore à épouser. Elles doivent d'abord finir leur processus de maturation pour devenir des femmes. Elles sont encore des filles, de grandes filles, mais elles ne sont pas encore de femmes. Une femme a le logiciel d'amour en elle, le logiciel de protection en elle et surtout de la reproduction. La femme reproduit ce qu'on met en elle. Une femme qui ne sait pas reproduire ce qu'on met en elle n'est pas encore une femme, c'est encore une fille. Alors il ne faut pas l'épouser. Encore, il faut repousser la date du mariage et attendre qu'elle devienne femme. Les femmes sont comme un jardin fertile. Quand vous y plantez de l'amour, elles vous donnent l'honneur. Quand vous y plantez le sperme, elles vous donnent des enfants. Quand vous y plantez de la confiance, elles vous donnent un confort. Quand vous plantez l'amour, vous plantez le respect, elle fait de vous un roi. Les femmes donnent 10 fois, 10 fois ou plus que ce qu'on leur donne. Elles savent fleurir les choses. C'est pourquoi Dieu n'a pas eu besoin de rappeler à la femme qu'il faut aimer les hommes. Dieu a demandé à la femme d'être soumise parce que Dieu savait que la difficulté d'une femme, c'est d'être soumise. Et surtout quand cette femme a des moyens, c'est la situation qui se passe en Europe. Quand les femmes ont des moyens, elles pensent qu'elles ont touché le ciel, elles pensent que les hommes ne sont plus importants. Non, les hommes ne vivent pas parce que vous avez des moyens. Les hommes sont autre chose en dehors des moyens. Les hommes vous apportent une quiétude que les moyens ne pourront pas vous apporter. Les hommes vous apportent une sécurité qu'aucun bien matériel ne pourra vous apporter. C'est comme les femmes apportent un confort que aucun bien ne peut vous donner. Ouais. Ta femme te donne une chose que ta mère ne peut pas te donner. La femme te donnera quelque chose que ta soeur ne pourra pas te donner. Je ne parle pas de la fille, non, je parle de la femme. Et pas de n'importe quelle femme, ta femme. Donc le temps, c'est très important dans une relation. Le temps peut vous amener quelque chose de bien, peut vous amener quelque chose de mal. Le temps n'a pas, comme que les gens disent, le temps va tout régler. Non, le temps n'a pas de vertus thérapeutiques. Le temps, c'est justement une successivité des heures et des minutes et des secondes. Mais c'est ce que vous faites dans ces temps-là qui change votre vie. Je vis des femmes qui hier étaient sexy. Bon, le terme sexy, il est péjoratif, je n'aime pas beaucoup. Elle était attirante, voilà. Elle était attirante, elle était attrayante, elle était bien. Mais depuis qu'elle s'est mariée, elle s'est abandonnée.
Elle n'est plus propre. Elle ne s'occupe plus de son mari. Alors qu'elle était hier très collée, aujourd'hui elle ne l'est plus. Et vous lui posez la question pourquoi? Elle dit j'ai déjà des enfants. Les enfants ne peuvent pas être un problème. Au contraire, les enfants sont une bénédiction dans un couple. Les enfants, en principe, doivent venir ajouter ce qui manquait dans l'amour. Les enfants ne peuvent pas détruire, les enfants ne peuvent pas vous séparer de ton mari, de votre mari. Les gens, quand ils s'aiment, quand ils ont la femme, ils disent ça ne sert à rien. J'ai rencontré des hommes qui sortent tous les jours, seuls. Je pose des questions, pourquoi tu ne sors pas avec ta femme? Il dit mais si tu ne sors pas avec elle, qui va sortir avec elle? C'est que tu ne sais pas. Ce que ta femme est proposée de sortir. Quand toi tu lui refuses les sorties, il y a des hommes qui sont prêts à lui offrir ces sorties-là. Et elle peut refuser aujourd'hui, elle peut refuser demain, mais le troisième jour, elle ne refusera pas. Elle acceptera de sortir. Et souvenez-vous que la femme n'a pas été conçue pour résister infiniment aux dragues des hommes. Non, non. Il a fallu qu'Adam laisse Ève seule pour un petit moment pour que le diable entre. Et le diable n'est pas entré avec l'argent, le diable est entré avec la parole. Il a simplement sémé la confusion dans la tête de la femme. Et la femme est compliquée. Elle s'est embrouillée. Donc, tu la laisses seule, ne t'en fais pas. Quelqu'un d'autre viendra faire ton travail. Quelqu'un d'autre va la proposer de sortir. Et les gens qui proposent de sortir aux femmes, ils ne disent pas que viens, on va aller faire l'amour. Non, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent on est d'abord des amis. Et la femme est un être qui s'adapte, je veux dire, très facilement à un environnement quelconque, mais beaucoup plus, elle attache avec son cœur. La femme parle avec son cœur, avec son âme. Les hommes, non, mais la femme, oui. La femme est émotionnelle alors que l'homme est séquentiel. Pardon, l'homme est rationnel. La femme est d'abord émotionnelle. Ta femme, tout le monde lui propose des sorties. Par moment, ta femme reste chez elle à la maison, elle se regarde, elle dit, je suis belle, je ne vois pas pourquoi je ne sortirai pas avec mon mari. Pourquoi il ne veut pas sortir avec moi? Elle commence à se décider des choses dans la tête. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un d'autre va le proposer. On peut sortir. Hein? Quelqu'un d'autre peut lui proposer de sortir. Quelqu'un d'autre peut proposer à ta femme de sortir. Et ta femme acceptera de sortir. Et en ces moments-là, tu diras quoi? Elle est méchante? Non, elle n'est pas méchante. Tu l'as mis dans ces conditions. Tu l'as mis dans des conditions de te mentir, de te tromper, de te faire du mal. Elle n'en avait pas besoin. Parce que la relation qu'on entretient en dehors de la maison vient généralement devenir des vrais problèmes à la maison. Le temps. La première des choses qui vous attend, ça va être le temps. Oui, la coutume, la monotonie. Vous devez être... C'est vrai, vous devez être... Je ne vais pas dire ici être méticuleux, mais je crois que vous devez être inventif, innovant. Si vous étiez hier assez attirant, continuez à l'être. Tu ne vis qu'avec ton mari. Dans ta propre maison. Mais regarde comment tu t'habilles. Comme si tu étais une vieille dame. Comme si tu étais démodée alors que tu n'as que 38 ans. Tu n'as que 38 ans. Vous n'avez pas d'enfants. Ou vous avez des enfants. Ça ne t'empêche pas d'être assez sensuel vis-à-vis de ton mari. Ça ne t'empêche pas. Ça ne t'empêche pas. Aujourd'hui, vous savez, quand il y a une habitude qui rentre, moi je parle avec beaucoup de couples. Hein. Je vous dis, ça fait 10 ans que je fais ce boulot. Ça fait 12 ans que je suis journaliste, mais ça fait 10 ans que je me suis spécialisé dans les questions de couple, ainsi de suite. J'ai un ami qui s'appelle Dr Marmo Chimanga, avec qui nous avons réalisé un petit document, en fait un petit, sondage. Je lui ai demandé, et comme je lui ai demandé à lui, j'ai demandé à notre frère Rodrigue, dans des hôpitaux différents, j'en ai 4 ou 5 personnes à qui j'ai demandé cet exercice, et je peux vous demander, vous aussi, médecins qui me suivez, dans vos conversations avec vos patients, posez-leur la question, surtout le couple qui ont déjà 10 ans, posez-leur la question, est-ce que la fréquence de vos embrassements a baissé? Ils vont vous dire oui, ça a baissé. Ils vont vous dire la vérité. Est-ce que vous posez encore la question, est-ce que vous avez le temps de vous caresser? Est-ce que vous avez le temps de passer votre vie dans la sensualité? Ils vont vous dire non. Et lorsque vous allez voir l'âge, ils n'ont que 40 ans. Ils n'ont que 40 ans, parce que finalement c'est dépassé, ils trouvent que c'est dépassé. Ils trouvent que ce n'est plus important, alors que c'est important pour eux. En réalité, c'est ce que l'homme va chercher ailleurs. C'est ce que les petites filles font avec ton homme. Mais toi, tu ne sais plus le faire. Tu te dis, bon, je suis déjà grandi, bon, c'est bon, c'est bon. Ce n'est pas bon, madame. Tu te détruis et tu te tues. Ici, il est question de comprendre une chose. D'abord, c'est que vous ne pouvez pas perdre vos réflexes de début.
C'est vrai qu'il y a des choses qui rentrent en compte, hein? Mais tout dépend de comment vous voyez les choses. Non. Gardez, faites un effort, parce que l'amour c'est comme le feu que vous gardez et que vous fâtez. Vous devez conserver cette flamme. La vie d'un couple, ce n'est pas toujours bien jusqu'au bout. Non, ça vacille, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Parce que si c'est rigide, quand ça se casse, ça ne va plus se remettre ensemble. Mais quand c'est élastique, ça peut monter, ça peut descendre. C'est pourquoi vous devez favoriser ce climat-là. Les petites tensions dans l'amour sont importantes pour vérifier si la solidité de l'amour. Les petites tempêtes sont aussi des exercices d'un bateau. Ce n'est vraiment pas pour faire couler le bateau, mais c'est justement pour s'assurer que le bateau est bien posé. La deuxième chose, ce sont les imprévus. Ah oui, là le problème est très important. Les imprévus. Les imprévus sont des choses qu'on ne prépare pas. C'est très fréquent dans les couples. Vous n'avez pas prévu cela. Le couple qui a eu des rapports sexuels intensifs, ou si vous voulez, intenses, pardon, pendant leur fiançailles, ce qui est bon, je vais dire pas recommandé pour ceux qui prient, mais bon, si vous aviez eu ça, ça peut se faire que quand vous allez vous marier, vous commencez à constater qu'il y a une sorte de baisse. Il y a une sorte de baisse d'intensité. Un peu comme si ça ne marche plus. La maladie peut être l'imprévu. Il y a beaucoup de choses qui sont des imprévus. C'est ce que les gens doivent comprendre. Vous devez vous préparer à cela. Préparez-vous aux imprévus. Mais la capacité que vous aurez à régler le problème déterminera la durée de votre mariage et la qualité même de votre mariage. Encore que la durée du mariage ne compte pas beaucoup. C'est la qualité du mariage qui compte. La qualité de la communication que vous avez, de la relation que vous avez. Vous pouvez faire 10 ans de mariage, mais d'un très mauvais mariage. Il y en a qui font 2 ans de mariage, mais encore un excellent mariage. C'est pourquoi je dis la qualité dépend des informations que vous avez. Les informations que vous avez sur le mariage. Je suis estomaqué d'entendre au Congo, je ne connais pas comment vous vivez là-bas à l'étranger, mais je pourrais peut-être réfléchir un peu. Mais au Congo, par exemple, vous avez les hommes qui disent « Moi, 16 ans de gonaote. Moi, si je suis été. Bon, c'est la ganaïne. Moi, si je suis été. Moi, si je suis minuté. Moi, si je suis. Et vous avez des femmes qui disent « Mobile Azambe est à l'hôpital. Mobile Azambe. » Donc, on a déjà des idées préconçues dans la tête. L'homme, on ne joue pas avec lui. L'homme est méchant. La femme, il y a quelqu'un même qui a dit faire confiance à la femme, c'est remettre la clé à un voleur. Mais imaginez, mais il va quand même épouser un voleur. Mais vous êtes le plus... Je ne comprends pas. Comment vas-tu épouser un voleur? Oh non, je me marie seulement par défaut. On ne se marie pas par défaut. Non. Avant de se marier, posez-vous des questions fondamentales. Pourquoi je vais me marier? Qui je vais me marier? Quand je vais me marier? Comment je vais me marier? Où je vais me marier? Vous devez pour répondre à ces 5 questions fondamentales d'abord. Avant la question épicenternelle, c'est quoi le mariage? Donc vous voyez que tout est question des informations que vous avez sur le mariage. Une mentalité qui dénote un peu de l'irresponsabilité, c'est le fait de ne pas comprendre que demain les choses peuvent se passer très mal. Demain les choses peuvent se passer négativement. Demain les choses peuvent aller très mal. Mais le problème ici c'est lequel? Comme je l'ai écrit dans mon petit ouvrage ici, disons mon petite histoire, une mentalité qui dénote de l'irresponsabilité, le fait de ne pas voir ses fautes et de ne voir que les fautes de l'autre. Dans le couple généralement, surtout quand les imprévus arrivent, on a tendance à responsabiliser l'autre. Du coup, on se disculpe. Nous, ce n'est pas nous, c'est toujours l'autre. Quand un mal arrive, c'est toujours l'autre. Quand le bien arrive, c'est toujours nous. Quand ça se passe bien, c'est nous. Quand ça se passe mal, c'est l'autre. Ce n'est pas très bien. Mais quels sont les imprévus qui se passent généralement dans le mariage? Le mariage, c'est d'abord partager les actifs et partager les passifs. Dans le mariage, il n'y a pas que le bonheur, il y a aussi le malheur. Oui, il n'y a pas que du bonheur, il y a aussi les malheurs. Dans le mariage, vous avez par exemple les actifs. Les actifs sont la réussite. Hein? La réussite des enfants. Voyez-vous? Acheter des maisons, aider les gens, une émergence financière, une bonne communication, une entente, une bonne sexualité, parce que c'est très important. Hein? Une très bonne sexualité, une sexualité variée, je vais le dire, toujours dans la maison. C'est toujours important. Et quand vous avez toutes ces choses, c'est l'actif. Vous voyez que votre vie est bien. La transparence, la vérité, votre femme vous aime, vous l'aimez aussi, il n'y a pas de problème, tout va très bien. Bon, c'est bon, ça c'est l'actif. Mais il y a aussi le passif dans un mariage. Il y a aussi le passif. Parmi les passifs, nous pouvons citer la délinquance des enfants. Vous pouvez être vous deux bien et les enfants commencent à devenir mauvais.
C'est vrai, il y a un déficit éducationnel. Il n'y a pas eu une manière, vous n'avez pas bien regardé les enfants. Et surtout les couples en Europe où vous laissez vos enfants entre les mains des nounous, entre les mains d'autres personnes. Au Congo, c'est plutôt les oncles qui éduquent les enfants à la place des parents. Et l'enfant a l'éducation de l'oncle, pas vraiment des papas et des mamans. C'est compliqué en ce moment-là. Les enfants peuvent être délinquants. Mais il y a aussi la mort d'un proche. Ça peut être un vrai, alors vraiment un vrai imprévu. Il y a des choses qui se passent dans des imprévus, des imprévus. Il y a des choses qui peuvent se passer très très négativement dans des relations. Oui. Ce sont des choses qui peuvent se passer très 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 dangereusement dans des couples. Il y a la perte du boulot, il y a les licenciements. C'est aussi les passifs. Il y a les licenciements, il y a la maladie. Votre mari était performant au lit, mais après la maladie, il ne sait plus le faire. Votre femme était très belle, mais à cause d'une erreur de la cuisine, elle s'est blessée et a eu des problèmes. Votre femme, avec l'âge, elle a pris de rudes. Avec l'âge, elle a pris de ndouta, comme on dit, les vergetures. Tout ça, ça peut arriver dans un couple. Ça peut être des passifs maintenant. Mais la qualité, la capacité d'un homme et d'une femme, c'est de surmonter ces choses-là. Mais vous ne les surmontez pas comme ça. Vous les surmontez après une bonne analyse, après une bonne étude de fait. Vous comprenez tout de suite que ce ne sont que des imprévus. Nous ne l'avons pas appelé. Quand les enfants échouent, par exemple, dans l'éducation, surtout ceux qui sont en Europe, il y a des enfants qui sont en prison. Ça dit, papa, tu n'as jamais pensé que ton enfant irait en prison. Maman, tu n'as jamais pensé que ton enfant finirait en prison. Tu n'as jamais pensé à ça. Mais pouf, par surprise, l'enfant est devenu malhonnête. L'enfant est dans la drogue. Oui, ce n'est vraiment pas la faute totalement de l'enfant. Ce n'est pas non plus la faute des parents totalement. La faute est partagée, je vais dire. La faute est partagée. Ici, il est question de rapports que les parents doivent dresser, doivent avoir avec leurs enfants. Ça se passe dès le bas âge. Ça, c'est un autre dossier. On en parlera un jour. Rassurez-vous d'une chose. Dans le mariage, il n'y a pas de démons, il n'y a pas des anges. Il y a des hommes et des femmes qui prennent très souvent des décisions qui se révèlent mauvaises ou bonnes. Mais c'est d'abord une question de compréhension. Il y a aussi le couple qui sont unis dans il faut dire aussi que les couples sont unis dans le sort. Il faudrait que les gens comprennent que quand je me marie, je m'attache à l'homme. Je m'attache à la femme, je m'identifie en elle, elle s'identifie en moi. Si nous arrivons à régler ce petit problème, ça va être déjà très bien. Et les deux deviendront une chair, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'unité, c'est tout ce que je veux, elle le veut aussi. Si vous voulez être bien dans votre couple, vous devez définir la notion de l'unité. Ce que j'ai est là aussi. Je ne comprends pas. Comment pouvez-vous imaginer que si vous allez dans la chambre des mariés, vous trouvez la garde-robe de la femme? En tout cas, mais Bilamba, ils ont même menacé. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de vêtements. Alors, beaucoup. Mais le cinglet de l'homme, il faut voir dans quel état il se trouve. L'homme a à peine des chemises. L'homme cherche même des chemises. Mais la femme, non, elle en a à revendre. Non, c'est l'égoïsme là. La femme, elle est un peu égoïste. La femme ne peut pas dire que mon mari a Bilamba. Non, ce n'est pas à l'homme d'aller chercher les vêtements. C'est à toi de chercher pour lui. C'est très important parce que c'est toi qui rends ta femme ou ton homme propre. Chez nous, à l'Équateur, on dit Bomambongo pour le Kumwetikal. Les Équatoriens sont les seules personnes, pas les seuls, je vais être peut-être fort. Les Équatoriens peuvent accepter de perdre tout. Malade, ça moi, c'est Nekitoka. Rola, t'as dit pas, moi, ça l'a dit fermé. Parce qu'il veut que sa femme aille bien. Parce que les gens, nous, on a toujours dit plus ta femme est propre, plus ta femme est bonne, plus toi, tu as de l'honneur. Basta. Mais on nous dit ça quand même. Du coup, je vais dire aux gens aussi la même chose. Quand tu vas dans un magasin acheter tes vêtements à toi, pense aussi à ton mari. Mais il faut que lui aussi pense à toi, de la même manière. J'ai rencontré des mariés qui ont des vêtements dans leur bureau. Ils ne veulent pas que ça rentre à la maison parce que moi aussi, pas du coup, l'homme est très propre, la femme est sale. Du coup, la femme est très propre, l'homme est sale. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte d'égoïsme. Ils n'ont pas compris la notion de l'unité. Quand on s'aime, j'aimerais ton bien parce que tu es mon bien. Si tu es bien, je suis bien. Je ne peux pas manger tant que tu n'as pas mangé. Je ne peux pas dormir quand tu ne dors pas. C'est vraiment pas de l'euphémisme, c'est vraiment de la vérité. Je ne peux pas, moi, manger et être bien si ma femme n'a pas mangé. Si mes enfants n'ont pas mangé. Je ne peux pas personnellement être content si je suis bien et que toi, tu n'es pas bien. Donc, quand on commence à se reconnaître dans l'autre, quand nous devenons une seule chair, ça va être important. Quand je regarde que ma lotion est finie, je dois acheter ma lotion, il faut que je me rassure que la lotion de l'autre aussi est renouvelée. Il faut que je me rende compte que l'autre aussi a besoin d'un commis bien. Je ne peux pas dire je vais m'acheter une voiture de 50 000 $ alors que ma femme est piéton. Non. Je préférerais acheter une voiture il y a 20 000 $, il y a 20 000 $, ou si je veux un gars à 30 000, il y a 20 000, pourvu que na kati mbongo wana, biso tout na voiture na biso. Le problème ici, c'est aimer l'autre. C'est la difficulté que le couple
les couples ont. Ils désirent, ils vivent par obligation, mais ils ne s'aiment pas vraiment. Voyez-vous, ils ne s'aiment pas, ils ne s'accordent pas l'amour qu'il faut. Ils ont des préjugés. Vous allez voir l'homme et la femme avant dans la place, l'autre pense le mal de l'autre. Quand l'autre n'est pas là, tout de suite dans l'idée, il y a Agosa Kindumba. Quand tu l'appelles une fois, ça ne passe pas, c'est Kasalika Kindumba. Donc, on est prêt à prêter des intentions aux autres. Non, ce n'est pas possible d'aimer quelqu'un en même temps ne pas lui faire confiance. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aimer quelqu'un et ne pas croire en lui. Sinon, c'est contradictoire. Sinon, en ce moment-là, vous ne l'aimez pas, vous le désirez. Or, dans une relation d'amour, vous ne devez pas désirer l'homme, vous ne devez pas désirer la femme, vous devez l'aimer. Il ne faut pas aimer plus la robe du mariage que le marié lui-même. Il ne faut pas non plus aimer la femme, il ne faut pas non plus aimer la vie du mariage que le marié, que la mariée lui-même. Donc, et puis, un autre élément important dans un couple, au moins on va me dire s'il nous reste combien de temps. Voilà. Une autre notion importante, on va terminer par là, c'est la notion de... Toujours on est dans les imprévus, hein, j'ouvre une parenthèse, on va revenir sur l'âge, hein, avec le temps, on en parlera peut-être prochainement. Mais d'abord ici, parlons d'abord de la question de deux éléments importants dans le mariage. Mon frère, je n'ai rien à t'apprendre dans le mariage. Je n'ai rien du tout. Rien du tout. Mais nous partageons simplement. Tout ce que je dis, vous le connaissez. Je n'invente rien. Vous connaissez mieux ce que je dis. Encore que si vous êtes marié, donc vous avez beaucoup plus de l'expérience pratique que moi. Parce que moi, je n'ai jamais passé une nuit avec une femme. Je ne sais pas comment ça se passe. Ce n'est pas de l'euphémisme. C'est vraiment la vérité. Jamais. Ben, vous avez passé des jours et des jours, des nuits et des nuits. Donc vous en savez beaucoup. Mais permettez-moi de vous faire comprendre un petit élément simplement. Je crois que nous n'avons pas compris deux notions fondamentales. C'est la notion de la supériorité du mariage, pardon, dans la supériorité, et la notion de la soumission. Nous n'avons pas compris ces choses-là. Ce ne sont pas des événements, ce ne sont pas des concepts culturels, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des contextes grammaticaux. Pas vraiment. Ce sont des contextes, pardon, des concepts, je veux dire, profonds qu'il faut comprendre. Regardez. La supériorité, ce n'est pas un grade. La supériorité, c'est une position. La supériorité est une responsabilité. La supériorité est une charge. La supériorité n'est pas un privilège. Quand on dit que l'homme est supérieur à la femme, ce n'est pas que cet homme-là est permis de tout. Non. Cet homme n'est pas tout permis. Cet homme n'a pas la permission de tout faire. Non. Être supérieur dans un couple, c'est la qualité que Dieu reconnaît à l'homme. La Bible, pour ceux qui sont des chrétiens, la Bible dit Jésus est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. De la même manière, Jésus nous aime les hommes, nous devons aimer nos femmes. Ça veut dire quoi? Jésus n'a pas besoin qu'on pleure. C'est pourquoi je suis étonné quand les gens vont pleurer pour que Dieu leur donne quelque chose. Ce n'est pas le Dieu que moi je connais. Le Dieu que je connais n'est pas un pleurnivore. J'ai inventé les termes. Ça veut dire que ce n'est pas un Dieu qui mange les pleurs des gens. Ce n'est pas un larmivore, un Dieu qui mange les larmes. Non. Dieu n'est pas content quand vous pleurez. Il est au contraire attristé. Aucun père ne peut aimer que son enfant pleure continuellement. Alors, si Jésus ne peut pas accepter que nous puissions pleurer, alors n'acceptez pas que vos femmes pleurent aussi. Jésus ne nous domine pas dans le sens de nous écraser. La domination du Christ, c'est de la domination du rachat. Il nous protège, il nous a rachetés afin que nous ne puissions pas souffrir. De la même manière, quand tu aimes ta femme, la supériorité que tu as sur elle n'est pas la supériorité de l'écraser, n'est pas la supériorité de l'étouffer, n'est pas la supériorité de l'empêcher de parler, n'est pas la supériorité de lui répéter à tout moment que c'est toi le boss, c'est toi le boss, c'est toi le boss. Dans un couple, il n'y a pas de boss. Dans un couple, il y a des responsabilités. L'homme a le leadership de direction, la femme a le leadership d'organisation. Vous ne pouvez pas dire à la femme de faire exactement ce que vous voulez si vous ne savez même pas où vous allez vous-même. Un homme est celui qui apporte la tranquillité, la sécurité dans la maison. Un homme est celui qui apporte l'équilibre, la paix, la justice dans la maison. Un homme est celui qui imprime le sérieux à la maison. Même quand ta femme a plus d'argent que toi, tu dois être cet homme-là qui imprime la direction, qui montre le chemin. Parce que c'est toi la direction. Tu dois avoir une mission sous laquelle la femme va venir se greffer. Voyez-vous,
Ce n'est pas la femme qui a été fabriquée, qui a été créée avant. Non. C'est toi qui a été créé avant. C'est toi les Abba Père. C'est toi l'auteur. C'est toi la source. C'est toi les géniteurs. Mais ces choses ne font pas de toi un Dieu. Non. Ces choses ne font pas de toi un Goliath. Non. Ces choses font de toi un gouverneur. Ça fait de toi un protecteur. Ça fait de toi un gestionnaire. Ça fait de toi un manager. Ça ne fait pas de toi un despote ou, je ne sais pas moi, un dictateur. C'est le premier élément qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre déjà. Deuxièmement, la notion de la soumission. Et là, des problèmes sérieux. Plusieurs femmes se sont battues contre la soumission, pensant que la soumission était une raison pour les hommes de les détruire. Non. Mes sœurs, non. Et puis Dieu n'a pas dit à l'homme, l'homme domine sur la femme. Non. Dieu a dit à la femme, l'homme dominera sur toi. C'est-à-dire Dieu a inscrit le logiciel dans la femme pour que cette femme soit réceptible, qu'elle accepte la domination de l'homme. Mais cette domination, comme je l'ai dit, ce n'est pas une domination d'écraser. C'est une domination de protection, d'écoute, d'amour. Parce qu'un homme qui aime n'écrase pas. Parce que si tu écrases ta femme, tu t'écrases toi-même. Souvenez-vous, vous êtes devenus une seule chair. Si tu fais du mal à ta femme, tu te fais du mal à toi-même, tu fais du mal à une partie de ton corps. Et ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te blesser, donc tu ne peux pas blesser ta femme. Alors maintenant, la femme qui a été conçue par Dieu, la femme qui a été programmée par Dieu, c'est cette femme qui est disposée à recevoir. C'est une femme qui est disposée à recevoir. Une femme qui est disposée à suivre. Oui, à suivre. À suivre quoi? La mission d'un homme. Je m'explique. Soumission veut dire être placé sous la mission de quelqu'un. Dieu a donné la mission à un homme et il a adjoint une femme pour que cette mission réussisse. Parce que Dieu sait que sans la femme, la bonne femme, la mission de l'homme est appelée à échouer. Et vous allez vous rendre compte que les hommes qui n'ont pas de femmes avec eux sont généralement des hommes déséquilibrés. Bon, les exceptions, ça ne manque pas. Sauf si ces derniers sont des eunuques ou des gens destinés à ne pas se marier. Mais pour la plupart des cas, un homme est fait pour être accompagné par une femme. Du coup, la soumission prend tout son sens là-bas. La soumission n'est pas le fait de non, je m'abandonne, fais de moi ce que tu veux. Ce n'est pas ça la soumission. La soumission, c'est le fait d'accepter la mission d'un homme. Mais ma soeur, il faut que tu comprennes la mission d'un homme. Il y a certains hommes qui veulent qu'on les respecte, mais eux-mêmes n'ont pas le respect. Il y a certains hommes qui veulent que Balanda Bango, mais on ne sait même pas placer Nimbazo Kende. Un homme doit savoir où il va. Même quand il n'a pas l'argent, il doit savoir où il va. Je ne conçois pas un homme à la gigolo, je ne le conçois pas. Excusez-moi si je vous gêne, mais je ne peux pas imaginer un homme se faire, qui soit entretenu par une femme. Si le monde est détruit, parce que Ève veut donner la pomme à un homme. Mais dis-moi, toi, on te donne plus qu'une pomme. On te prend en charge. Tu détruis toute ta vie. Il y a des hommes aujourd'hui, des exilés financiers, des exilés économiques, qui vivent dans les maisons des femmes, pas parce qu'ils aiment ces femmes, mais ils aiment le bien de ces femmes-là. Et ils sont devenus comme des objets sexuels. Regarde ce que tu fais dans la maison de cette femme. Un peu comme si on t'est manipulé, quoi. Et puis tu dis, impossible, impossible. Il y a des hommes qui sont faits pour ne pas être comme ça. Un homme est un homme. Quand tu portes un pantalon, il faut assumer que tu as un pantalon. Il faut être assumé cela. C'est juste une manière de parler. C'est pour dire que quand on est un homme, on est un homme dedans. Le pantalon ne fait pas un homme, mais c'est dedans qu'on est un homme. Et quand on est un homme, on sait où on va. Et quand on sait où on va, on sait recruter des gens qui vont nous accompagner pour atteindre notre objectif. Lisez les livres d'Obama, Au-delà d'espérer. Et Obama vous dit, je n'arriverai pas si Michelle n'était pas avec moi. Michelle Obama était celle qui a recruté Obama. Et le jour où ils sont allés dans un restaurant, il lui a dit, madame, monsieur, ton brassière n'est pas bon, quoi. Tu t'es mal habillé. Voyez-vous? Mais Obama ne s'est pas arrêté là. Obama est allé plus loin pour dire à cette femme ce qu'il voulait. Et la femme a compris la mission d'Obama. Il dit non, 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 j'entre dans cette mission. Elle est entrée dans cette mission et vous avez vu ce qui s'est passé. Donc je crois humblement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que la soumission n'est pas une si mauvaise chose. La soumission est une mauvaise chose lorsque vous tombez chez les gens qui amènent les kibonga na bango na bolingo. Il y a des gens qui amènent les chiluba na bolingo. Aina chiluba na bolingo, aina ki tatura na bolingo, aina ki bandundu na bolingo, aina ki équatorien na bolingo. C'est compliqué. L'amour n'est pas comme ça. On n'amène pas les tribus dans l'amour. Non. Dans l'amour, on amène le respect.
on amène la transparence, on amène la vérité, on amène l'équité, la morale, le sacrifice. Ce sont des éléments importants pour un amour, pour l'amour et surtout pour le mariage. Donc la soumission n'est pas une si mauvaise chose. Ce n'est pas un état de faiblesse, c'est plutôt le cordon de la protection d'une relation. Une femme soumise, c'est une femme qui comprend que l'homme est le chef de la maison. C'est une femme qui comprend que mon argent ne remplace pas l'homme. C'est une femme qui comprend que ce n'est pas parce que j'ai l'argent que je vais dominer sur mon mari. Ce n'est pas parce que j'ai l'argent que je pourrai crier sur lui. Ce n'est pas parce que j'ai l'argent que je pourrai le chasser comme je veux de la maison ou faire ce que je veux. Prendre des décisions seul. Non. Quand on est dans un mariage, on évite les je. On est dans le nous maintenant. Le je doit mourir, le je doit tomber et rester dans le nous maintenant. Est-ce que nous pouvons faire ceci? Est-ce que nous pouvons faire cela? L'amour, c'est un grand jeu de consensus, de compromis. Vous réussirez votre mariage. C'était la première partie de Bongwana quand on a dit. Le sujet, c'est voici ce qui attend votre mariage. Demain ou un autre jour, on parlera de l'âge. L'âge aussi, c'est très important dans une relation. La gestion des humeurs, les finances, on en parlera. Ça, c'était juste une petite partie. On en parlera, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais retenez une chose, que le mariage, c'est d'abord un terrain de négociation. Ce n'est pas un lieu où on doit tout gagner. Et les raisons aussi tuent le mariage. Hein. Vouloir chercher, avoir toujours raison. On en parlera demain. Je continuerai là où je parle de la raison qui tue le mariage. C'en est fini. Merci beaucoup. Je suis très ouvert hein, pour vos suggestions, vos remarques. Ne vous en faites pas, faites-le. Abonnez-vous massivement à cette chaîne Congo Buzz. Abonnez-vous massivement. Je regrette que Bongwana ne soit pas suivi par beaucoup de personnes. Je ne sais pas pourquoi. On est dans 1000, 2000, 7000, 6000, tout ça. Mais quand on parle de politique, j'ai comme l'impression que ça intéresse beaucoup. On est dans les 90 000, 80 000, 70, 50, 40, 30. Mais j'aimerais bien que Bongwana aussi intègre cela. Parce que la politique, c'est la conséquence de l'échec du mariage. Oui, il y a des gens qui disent, mais c'est quoi le lien? Lisez le livre Phèdre de Platon. Platon dit, si vous voulez voir l'avenir d'un pays, regardez dans la cellule familiale. C'est là que tout commence. Et pour que tout commence, il faut le mariage. Le mariage, c'est le départ d'une famille. Il faut que les gens se mettent ensemble, que les gens apprennent à s'aimer, que les gens donnent des enfants, que ces enfants-là comprennent la vie et qu'on éduque bien les enfants. Ces enfants deviendront demain des citoyens. Et des vrais citoyens, ils bâtiront des vrais pays. Mais si nous ne réussissons pas de l'autre côté, la conséquence sera compliquée. Je vous aime beaucoup. L'amour est en Dieu, pardon. Dieu est amour, paix dans le monde.